Bientôt 15h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. La Turquie s'apprête-t-elle à tourner la page Erdogan après 20 ans de pouvoir? Jour de vote pour la présidentielle, duel extrêmement serré face au principal candidat d'opposition, social-démocrate et laïque. 5 blessés, dont 3 graves, c'est le bilan de cette nouvelle fusillade sur fond de trafic de drogue dans une petite ville française. Le drame s'est produit hier à Villerue, près de la frontière avec le Luxembourg. Un règlement de compte comme à Valence, où une personne est encore morte hier. Nous recevrons le maire de la ville de la Drôme dans ce journal. Lazara est-elle mauvaise perdante? Évidemment, selon Marie-Myriam, dernière française à avoir remporté l'Eurovision. C'est la polémique qui secoue la défaite de la France hier soir. Ce doigt d'honneur face caméra de notre candidate, mais qu'il ne fallait pas prendre comme tel, selon l'intéressé. La démocratie nous a manqué. Le principal opposant Erdogan en Turquie veut y croire, ce sont ses mots. Les citoyens sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leur prochain président. Forte mobilisation, Anaïs Krout. On vous retrouve à Istanbul. Les sondages sont très serrés entre l'islamo-conservateur sortant et le social-démocrate laïque. Oui, ces sondages donnaient une légère avance pour l'instant au candidat de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu, 74 ans, qui pour certains n'est pas le candidat idéal, mais il incarne ce changement voulu par une partie de la population turque. C'est ce qu'il a réussi à faire en unissant derrière lui 6 partis, tous différents, qui ont formé cette coalition d'opposition. De l'autre côté, Recep Tayyip Erdogan, le président sortant, qui a marqué 20 ans de politique turque et qui est véritablement encore dans le cœur de nombreux électeurs. C'est ce qu'on a vu hier dans son fief lors d'un dernier meeting de campagne à Istanbul. Un scrutin qui s'annonce donc plus qu'incertain aujourd'hui, qui est encore en cours en ce moment même. Regardez ce reportage tourné avec Amélie Pateron et Bediz Yilmaz. La liesse des pro-Erdogan confiants dans la victoire. Dans leurs mains, des drapeaux du pays et un mot adressé à son principal opposant. Ses partisans sont venus acclamer le président sortant dans son fief lors du dernier meeting de campagne. On vient sans raison particulière, juste le cœur rempli d'amour pour Erdogan. En tant que nation, on a confiance en lui. Malgré la crise économique qui touche le pays, Memis veut y croire, il continuera à voter pour le chef de l'État. La première chose que notre président va faire quand il sera réélu, c'est d'augmenter le niveau de vie et arrêter la hausse des prix pour que ce ne soit plus une préoccupation pour la Turquie. L'une des inconnues de ce scrutin, c'est le vote des jeunes. Ils ont entre 18 et 21 ans et n'ont connu que l'ère Erdogan. Ils sont plus de 5 millions à voter pour la première fois lors de cette élection. Tara a 19 ans et à quelques heures du scrutin, il ne sait toujours pas quel nom il mettra dans l'urne. Je suis stressé parce que je pense que c'est une élection importante pour le pays. Je n'ai pas encore décidé. Je vais réfléchir jusqu'au dernier moment. Quant à Emre, son choix est déjà fait. Il votera pour celui qui a le plus de chances de chasser Erdogan du pouvoir. Nous les jeunes, on est dehors, on fait de la musique, du skate. Avant, on se sentait en sécurité quand on voyait la police. Maintenant, on a peur. Quand Kılıçdaroğlu aura gagné, on pourra chanter, danser. La jeunesse, le peuple et la République seront sauvés. La Turquie est peut-être en passe de tourner aujourd'hui une nouvelle page de son histoire. Et on en parle avec notre invité à distance, David Rigoulet-Rose. Bonjour, vous êtes chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient. Alors il y a ce scrutin qui est dit très serré pour la présidentielle. Les sondages donnent en effet les 2 principaux candidats au coude à coude. Qu'est-ce qui peut ressortir de ce scrutin aujourd'hui ? Oui, en soi, c'est inédit parce qu'effectivement, c'est la première fois où le président Erdogan est véritablement en difficulté, c'est-à-dire qu'il n'est pas assuré de la victoire. Et donc, ça constitue effectivement un fait sans précédent. Il y a une tension extrême qui s'est manifestée à l'occasion de ces élections, une violence inédite qui a été relevée par nombre d'observateurs et qui suscite d'ailleurs des interrogations sur l'après-résultat pour savoir si, dans le cas où le président Erdogan perdrait, ce qui n'est pas assuré pour l'instant, loin de là, parce qu'il conserve un noyau électoral quand même assez solide, dans le cas où il serait battu, est-ce que la transition se ferait dans des conditions acceptables ou plutôt selon un modèle à la Trump ou à la Bolsonaro? Donc il y a quand même un enjeu considérable, non seulement pour la Turquie d'ailleurs, mais également au-delà, par rapport à l'Union européenne et à la région du Moyen-Orient.
On se souvient que le pays a été secoué dans tous les sens du terme par ce puissant séisme qui a fait plus de 40 000 morts en février dernier, qui avait provoqué une vague de protestations aussi contre le pouvoir en place. Il faut y voir un lien aussi dans cette forte mobilisation aujourd'hui pour ce scrutin ? Oui, alors c'est difficile à mesurer, mais il y a une certaine ironie de l'histoire, parce que lorsque l'AKP s'est installée au pouvoir il y a une vingtaine d'années, c'était justement à la suite d'un séisme dont la gestion a été stigmatisée par justement Erdogan et son parti, qui se présentait comme un parti de la propreté, qui allait assainir le pays. Et il a développé un modèle économique d'ailleurs spécifique, basé sur la croissance et sur la construction. Or, on sait qu'aujourd'hui, effectivement, un nombre important de victimes liées au séisme sont le résultat de défaillances en termes de sécurité urbanistique. Et donc, évidemment, lui, il cherche à se défausser par rapport à cette réalité. Mais la question, c'est de savoir comment l'électorat va éventuellement lui faire payer, entre guillemets, certaines avanies en termes de gestion effectivement économique, voire sociétale. Et est-ce que se présenter pour Erdogan comme un président qui représente l'islam conservateur face à un opposant, lui, social-démocrate et laïque, est-ce que pour chacun, ça peut être un avantage vis-à-vis de son électorat ? Oui, alors pour son électorat, justement, de toute façon, essentiellement d'Anatolie, c'est un électorat islamo-conservateur, rural, traditionnel, et ça constitue son noyau dur. La vraie question, et d'ailleurs c'est évoqué dans votre reportage, c'est la question de la jeunesse urbanisée. Et d'ailleurs, on l'a vu lorsque l'AKP avait perdu les deux plus grandes villes du pays, dont Istanbul, qui était passé à l'opposition justement avec le maire Imamoglu. C'est le point d'interrogation sur ces nouveaux votants qui ne se reconnaissent pas forcément dans ce type d'islam conservateur, même si il y a une certaine fierté effectivement qui a pu être développée par la gouvernance du président Erdogan. Et le point d'interrogation, ça va être ça effectivement. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'entend capitaliser Kiliç Daroglu, qui a insisté de manière assez inédite aussi sur son origine alévi, qui est une minorité, on va dire, de l'islam soufi, souvent discriminée en Turquie, et donc qui se présente comme finalement un défenseur aussi de toutes les minorités qui ont été plus ou moins discriminées par le régime AKP. Merci beaucoup David Rigoleros d'avoir été notre invité sur BFM TV. Verdict des urnes donc ce soir en fin de journée. Ça sera bien sûr à suivre sur BFM TV. En France, on demande aux élus de régler les problèmes que l'État n'arrive pas à gérer. Ça, c'est le coup de gueule du maire de Villerue après la fusillade qui a éclaté hier soir dans cette petite commune proche de la frontière avec le Luxembourg et qui est hantée par le trafic de drogue. 5 personnes ont été blessées, dont 3 grièvement. Le point de deal qui est à centre-ville, ça fait des années qu'il est là. Ça fait des années et qu'on le dit, il se trouve à 50 mètres du commissariat, en plein centre-ville. Et malheureusement, ce qu'on avait prédit, c'est passé hier soir et aujourd'hui, on est tous sous le choc, mais surtout on a un sentiment de colère qui est partagé par l'ensemble des élus. Il y a un malaise qui s'installe parce que les agents sont sous pression, ils sont sous-effectifs et on ne leur donne pas les moyens qu'ils devraient avoir pour travailler correctement et répondre aussi aux attentes que les citoyens attendent et aussi les élus. Et bonjour Nicolas Daragon, vous êtes maire Les Républicains de la ville de Valence, dans la Drôme. Votre ville est concernée par ce type de problème, mais de manière générale, on a l'impression en ce moment que les petites villes, les villes moyennes connaissent de plus en plus ces problèmes dans certains quartiers, comme dans des grandes villes. On parle souvent de Marseille, mais ce n'est plus vraiment uniquement le cas là-bas. Comment est-ce que vous voyez ce problème chez vous directement ? On voit des points de deal de plus en plus importants. On se situe sur l'axe rhodanien et le sillon alpin. Ça veut dire qu'un peu plus au sud, il y a Avignon, il y a Marseille. Un peu plus au nord, il y a Grenoble, il y a Lyon. Donc on devient forcément un endroit où il y a des trafics et des trafiquants qui se rencontrent et puis qui s'installent et qui viennent sur des luttes de territoire de plus en plus violentes. Et quand la police judiciaire arrive à démanteler des points de deal, voire des réseaux complets, eh bien, le constat qu'on fait, c'est que la nature ayant horreur du vide, d'autres arrivent et occupent le terrain, alors que ce qu'on réclame tous les élus, c'est que les effectifs de sécurité publique soient renforcés pour occuper le terrain. Parce que, justement, notre problème aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas des métropoles, nous sommes des villes moyennes ou des villes de petite taille, et donc on connaît parfaitement
ces réseaux de deals qui s'installent. On connaît parfaitement les lieux où ils se déroulent. Et donc reprendre la main dans ces quartiers, c'est parfaitement accessible à condition que l'État veuille bien y mettre les moyens et ne reporte pas ses responsabilités sur les élus locaux en venant leur expliquer que le bailleur social doit mieux nettoyer les porches d'immeubles ou que la propreté urbaine n'est pas au rendez-vous, parce que les collectivités font leur part du travail. On est prêt à accompagner l'État, mais que l'État assume ses responsabilités. Parce qu'il y a le trafic de drogue et il y a les violences qui vont avec. Alors il y a le trafic de drogue évidemment qui génère des tensions entre bandes rivales. Et puis ensuite, il y a le grand banditisme. Ça veut dire que nous, on a assisté ici à Valence depuis une petite semaine à 3 règlements de compte, 3 homicides. Forcément, ce sont les conséquences de trafics importants qui s'installent et qui perdurent et sur lesquels, je redis, la police judiciaire fait son travail, la justice fait son travail, mais quand ces réseaux ne sont plus sur le terrain, il faut que ce soit l'autorité qui reprenne la place et l'État est absent. L'État n'est pas au rendez-vous. Vous demandez à l'État d'assumer ses responsabilités. Concrètement, qu'est-ce que vous demandez ? Vous demandez plus d'effectifs sur le terrain ? Est-ce que vous avez besoin d'un autre accompagnement, de moyens ? On a besoin d'abord de revoir les forces mobiles sur le terrain et pas seulement en réaction. Ça veut dire que la doctrine d'emploi des forces mobiles est essentiellement sur les métropoles, donc on les voit beaucoup moins dans les villes de taille moyenne et on sait que quand les forces mobiles sont présentes, il n'y a plus de trafic parce que ce sont les forces mobiles qui occupent le terrain. On demande que les effectifs permanents de la police et de la sécurité publique qu'on voit sur le terrain soient renforcés dans nos commissariats. Le ministre Darmanin vient d'annoncer 500 postes pour la lutte contre les trafics de stupéfiants dans les villes moyennes. 500 postes divisés par 202 villes moyennes, ça fait 2 postes et demi. Je vous laisse imaginer ce que ça va changer. À peu près rien. On demande le renforcement également des effectifs dans les tribunaux judiciaires. Le tribunal judiciaire de Valence est nettement sous-doté et donc pour que les affaires soient traitées rapidement et que la valeur d'exemple de la condamnation intervienne vite. Et on demande évidemment qu'il y ait également des places dans les sites pénitentiaires. On a une centrale pénitentiaire qui a ouvert il y a moins de 5 ans. Elle est déjà en surpopulation. Pour le reste, vous savez que vous pouvez compter sur les élus locaux, c'est ce que nous disons à l'État en permanence, pour assumer nos responsabilités sur l'éducation, sur la prévention, sur l'animation, mais qu'on ne vienne pas nous chercher en nous expliquant qu'on va faire de la culture pour répondre à des gangsters qui commettent des meurtres. C'est pas comme ça qu'on va avancer. L'État n'assume pas ses responsabilités. Merci beaucoup Nicolas Daragon d'avoir été notre invité sur BFM TV. Des élus à portée de baffe, la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins cette semaine après l'incendie de son domicile a suscité une vague d'indignation. Mais il est loin d'être un cas isolé. Menaces de mort, voitures sabotées, tirs même. Illustration dans 2 communes de 2000 habitants, à peine plus, en Vendée et en Bretagne. Théo Bassilana avec Laura Champion et Elodie Berthe. Alors, vous voyez, le premier impact que nous avons constaté, c'est le plus... Enfin, pour moi, c'est le plus important, celui qui m'a le plus choqué, on va dire. En début de semaine, l'élu de cette petite ville fait une mauvaise découverte. Sa mairie a été la cible de tirs. Les impacts de balles sont encore bien visibles sur la façade du bâtiment. Et l'incompréhension, toujours aussi forte. On a l'impression d'être à l'abri, que ça ne peut se passer que chez les autres, que ça ne peut se passer que dans des grandes villes. Or, en fait, une commune relativement calme, on peut avoir des soucis de cet ordre-là. Plougresca en Bretagne est aussi au premier abord un village paisible et sans histoire. Et pourtant, sa mère a été victime le week-end dernier d'une tentative d'homicide. Devant chez moi, en prenant mon véhicule, il est ressorti que mes freins ne fonctionnaient plus du tout. Et le lendemain, donc on est venu chercher mon véhicule, il a été tracté jusqu'au garage. Et en tout début d'après-midi, le garagiste m'appelle et me dit « Écoutez, Madame Piédalu, en fait, vos freins ont été sectionnés. » Être mère, c'est quelque chose qui est de plus en plus complexe. L'élu a déposé plainte et son domicile est depuis placé sous surveillance. Alors dans la commune, on sent un climat de plus en plus tendu. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, ça fait peur. Ouais. C'est un acte de violence qui est condamnable. Entre 2021 et 2022, les atteintes physiques ou verbales à l'encontre d'élus locaux sont passées de 1720 à 2265. C'est 32% de plus sur un an, alors que le maire reste encore et toujours l'élu préféré des Français. 15h13, on parle à présent de l'Eurovision, ce grand concours européen de la chanson et même au-delà, avec cette polémique du jour d'après, une polémique bien française. On ne sera pas reparti les mains vides. Lazara, notre candidate, a-t-elle fait un doigt d'honneur au moment de venir ? La candidate tricolore, en tout cas, s'en défend. Elle parle d'un geste de déception. Clément Gauvin. Une 16e place
et un geste surprenant. Hier soir, à l'annonce des résultats de l'Eurovision, la représentante française Lazara crée une vive polémique lorsque, le regard fixé sur la caméra, elle dresse le majeur, un signe semblable à un doigt d'honneur pour de nombreux internautes. Après la cérémonie, la chanteuse canadienne s'en défend et le justifie comme un geste de déception que l'on utilise entre amis. C'est un peu générationnel, ce n'est pas un geste qui est négatif, au contraire, c'est juste un geste de déception qu'on utilise entre amis. Après, je peux comprendre qu'à Outre-mer, ce soit considéré comme un autre geste. Il y a beaucoup de gestes que je pense historiquement on peut utiliser dans d'autres pays qui signifient d'autres choses. Même volonté de désamorcer la polémique du côté de la délégation française présente à ses côtés à Liverpool. Absolument pas, ce geste est un geste qui a été fait en se disant qu'on allait dire un gros mot ou quoi que ce soit. Lazara est d'un respect vraiment, c'était incroyable avec tous les artistes, la manière dont elle a été, d'autres y sont main dans la main. Avec son titre tatou, la chanteuse Loreen permet à la Suède de remporter pour la 7e fois l'Eurovision, égalant le record détenu par l'Irlande. Bonjour Bruno Blazic, merci d'être notre invité. Vous êtes secrétaire général d'Eurofan. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Eh bien, au moment où Lazara a reçu ses points, il se trouve qu'elle a eu un geste malencontreux à l'écran qui s'est vu. C'est sûr que concernant la bienséance dans la green room de l'Eurovision, c'est pas terrible. J'aurais préféré avoir une autre situation pour représenter la France et la grande France comme c'est là. Néanmoins, c'est peut-être un geste de déception. Et si on pense à l'Espagne qui a reçu 5 points de la part du public hier soir, elle a été là en train de remercier son public, d'applaudir. Voilà, c'est... Lazara nous a parlé d'un geste culturel et générationnel, son toast, comme elle dit. Je ne sais pas s'il avait lieu il devait avoir lieu dans la green room de l'Eurovision. Oui, et puis on a l'impression que c'est quand même un geste assez universel, hein, ce doigt d'honneur. Malgré tout, c'est un geste qui fait un peu tâche pour finir cette émission. Marie-Myriam, on le rappelle, la dernière personne victorieuse pour la France, c'était en 1977, s'est dit choquée dans le Parisien cet après-midi par ce geste. Vous partagez donc son avis ? Je veux bien le croire, tout à fait, comme je suis aussi choqué quand un ministre fait des bras d'honneur à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est le même principe. Là, c'est la version nature. Maintenant, je serai très content l'an prochain d'aller fêter les 50 ans de la victoire d'ABBA en Suède en 2024. Loreen n'a pas démérité, c'était une des favorites, elle a gagné le concours. Bravo à elle. Si on ne veut pas perdre, on ne participe pas à une émission, c'est ce que dit aussi Marie-Myriam. Plus globalement, manifestement, ça a été quand même compliqué, tout son parcours à Lazara pour l'Eurovision. Il y a eu d'autres polémiques ces derniers jours, dans ces jours et ces semaines de préparation. Et vous savez, j'étais à Amsterdam le soir où elle n'a pas participé au concours. C'était une tempête dans un verre d'eau dans le sens où c'était uniquement un rassemblement entre fans. Il n'y aurait pas eu un journaliste qui était là et qui aurait couvert cet événement, peut-être que ça ne serait pas su. Voilà, c'était ce soir, c'était hier soir que ça comptait, la prestation. Ce qui s'est passé derrière, ça n'est que de la polémique. Et il faut arrêter et il faut laisser tomber cette idée, quoi. Maintenant, participer au concours, c'est un bonheur, c'est une joie. Liverpool a accueilli le concours au nom de l'Ukraine, a très bien fait les choses. J'ai vécu une super semaine là. Et franchement, merci Liverpool. On veut bien le croire. En effet, on a quand même une petite question parce que en France, on s'impatiente depuis maintenant 46 ans. Est-ce qu'un jour, la France regagnera l'Eurovision ? S'il y avait une recette magique pour gagner l'Eurovision, il faudrait peut-être demander à la Suède, qui en est à sa 7e victoire désormais. Non, Loreen est aussi la première femme à gagner 2 fois l'Eurovision, puisqu'elle a gagné en 2012 et là, cette année, en 2023. Donc, demander aux Suédois, non, c'est une magie, c'est une alchimie. Il faut être là à l'instant T pour pouvoir gagner. Il faut quelque chose qui plaise au public européen. Je rappelle que c'est l'Europe qui vote pour les autres pays. Cette année, on a eu l'audace d'envoyer Lazara avec une chanson qui est étonnée, qui était attendue. Je peux vous dire que la ferveur dans la salle était là, les applaudissements étaient forts. Ça n'a pas marché. Rendez-vous l'an prochain, ça n'est qu'un jeu. L'an prochain, justement, est-ce qu'il faut s'attendre à un grand show ? En effet, vous l'avez dit, ça sera les 50 ans. Il y aura évidemment du ABBA.
Je pense qu'il faut s'attendre à un énorme show de la part de la télévision suédoise, la SVT. Ouais, les 50 ans de Waterloo. Vous savez, si hier soir c'était Waterloo pour la France, la semaine prochaine, dans un an, ça sera Waterloo, mais cette fois-ci avec ABBA sur scène. 50 ans, c'est trop beau. Franchement, qu'est-ce que ABBA ? Que serait l'Eurovision sans ABBA et que serait aussi ABBA sans l'Eurovision? C'est toute une histoire, c'est une symbiose et on sera vraiment très, très, très heureux d'être là-bas sur place l'an prochain pour le faire. Et que serait-on nous-mêmes sans ABBA? Effectivement, et ça tombera bien, en tout cas avec la victoire de Laurine. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Bruno Blazic, secrétaire général d'Eurofans, ce groupe de fans de l'Eurovision. Une toute autre actualité à présent, on vous parle de cette pratique illégale que l'actualité a mis en lumière récemment avec le grave accident provoqué par Pierre Palmade, le chemsex. Cette pratique de sexe sous drogue, un phénomène en augmentation. Alors qui sont ses adeptes? Comment les trafiquants en font-ils la promotion? C'est une enquête de Ligne Rouge qui sera retrouvée demain soir en intégralité à 21h sur BFM TV. Regardez tout de suite un extrait. Pour pratiquer le chemsex, il est très facile aujourd'hui de se procurer des drogues de synthèse. Pour le vérifier, nous décidons de rencontrer un dealer dont les coordonnées nous ont été transmises par un consommateur. Nous allons acheter de la 3-MMC, la drogue la plus appréciée des chemsexeurs. Pour ne pas être repéré, il propose de nous amener la drogue à domicile. 2 heures plus tard, une voiture arrive. C'est une jeune femme qui se présente. Elle va se charger de la transaction. Avant de payer, nous en profitons pour lui poser quelques questions sur le succès de la 3-MMC. Ok, bon bah... T'as pas mal de clients qui t'en prennent, ça? Ouais. Je sais pas, en ce moment, c'est comme un effet de mode, ça. Tout le monde prend ça en ce moment. Ouais. 90, tu m'as dit. Ouais, 4, 5, 6, 7, hop, merci. 90 € pour 3 grammes de 3-MMC, alors que 3 grammes de cocaïne coûtent en moyenne le double. Allez, restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, le fléau du trafic de drogue qui touche de plus en plus des villes moyennes une fois qu'ils sont chassés, ces dealers des grandes villes. Il y a eu une fusillade notamment à Villerupt, cette petite commune à la frontière luxembourgeoise, avec 5 personnes blessées, dont 3 grièvement. À tout de suite.